C'est avec la Hammer qu'on découvre non seulement le cinéma d'horreur en France, mais les grands mythes du cinéma fantastique. Alors il y avait déjà eu dans les années 30 un certain nombre de films, les Dracula, Frankenstein, produits par la Universal aux États-Unis, qui effectivement étaient arrivés en France à peu près en temps réel, mais tout ce pan de cinéma avait été oublié avec la guerre. Ça n'avait pas eu un succès si énorme que ça, même s'il y a des cinéastes comme Marcel Carné à l'époque qui ont écrit des critiques absolument dithyrambiques, par exemple, du premier Frankenstein. Mais bon, néanmoins, avec la guerre, tout ça, ça a été complètement oublié. Et du coup, quand les films débarquent en France à partir de 1957, bah, c'est un vrai coup de tonnerre, parce que non seulement tout ce pan de cinéma n'était pas connu, mais même les sources littéraires de ce cinéma-là n'étaient pas vraiment arrivées jusqu'en France. Par exemple, Dracula de Bram Stoker, le roman, avait été édité dans les années 20 puis dans les années 30 dans une version tronquée qui faisait à peine une centaine de pages sur les 500 que compte le roman normalement. C'était pareil pour Frankenstein, il avait été édité je crois au début du siècle. Et puis, voilà, pendant des années, le livre était indisponible. Il a fallu attendre les films de la Hammer pour qu'à nouveau, on s'intéresse à ce pan de littérature et qu'au début des années 60, voilà, les livres apparaissent enfin dans des éditions dignes de ce nom. Ce qui fait qu'en gros, le public français découvre Dracula, découvre Frankenstein, découvre le loup-garou, la momie, le fantôme de l'opéra, enfin pas le fantôme de l'opéra parce que ça c'est Gaston Leroux, mais découvre tous ces grands monstres, ces grands mythes, via la Hammer. Donc c'est un vrai coup de tonnerre, effectivement. Il y a à la fois une continuité et une énorme rupture avec Terence Fisher. La continuité, c'est évidemment de reprendre l'idée d'une formule commerciale, c'est les monstres en série, c'est Dracula, Frankenstein, c'est reprendre voilà, le cycle de l'Universal. L'autre aspect de la continuité, l'autre chose évidente, c'est évidemment l'idée d'un décorum gothique. Ça, voilà, on est dans le cinéma gothique, on est dans des réadaptations, une modernisation de ce genre-là, le fantastique gothique. Mais néanmoins, Fisher apporte des ruptures. La première, la plus évidente, c'est la couleur. Voilà. Et la couleur, ici, elle n'est pas juste faite comme une espèce d'argument commercial pour attirer un nouveau public en salle. Non, c'est bel et bien une esthétique totalement neuve. C'est-à-dire que Fisher pense le fantastique en couleur. Là où jusqu'à présent, le fantastique, c'était forcément synonyme de noir et blanc. On était encore dans l'héritage de l'expressionnisme allemand, avec ces jeux d'ombre et de lumière, ces contrastes extrêmement marqués. Voilà, pour la première fois, on a un cinéaste qui pense le fantastique en couleur et qui, lui, va oser filmer le sang. Et il va mettre le sang vraiment au cœur de son esthétique. Il invente une esthétique sanglante. Alors, si on prend par exemple le mythe de Dracula, c'est grâce au sang qu'il va renouveler de fond en comble le mythe de Dracula. Quand il filme le sang, dans le cauchemar Dracula, dans les maîtresses de Dracula ou dans Dracula Prince des Ténèbres, systématiquement, le sang renvoie à l'idée de pulsion. Ça renvoie à cette espèce d'idée métaphysique, voilà, de la pulsion sexuelle, de la pulsion de mort. Ça renvoie tous ces films dans cette thématique-là, dans cette vision-là des choses. De la même manière, dans Frankenstein, le sang renvoie à l'idée de l'identité. C'est sur cette notion que bute sempiternellement le baron Frankenstein. Et du coup, avec le sang, donc voilà, il initie, on va dire, un fantastique pleinement métaphysique, mais qui néanmoins va verser dans l'athéisme. On va parler de matérialisme fantastique à cette époque-là. La grosse différence par rapport au film des années 30, si on prend par exemple le mythe de Frankenstein, c'est que Frankenstein, jusque-là, c'était voilà, un scientifique qui avait un scientifique blasphémateur, en gros, qui s'était pris pour Dieu à la place de Dieu. Et parce qu'il s'était pris pour Dieu à la place de Dieu, ses expériences aboutissaient à la catastrophe. Il y avait une malédiction divine qui entourait Frankenstein. Dans les Frankenstein de Terence Fisher, pas du tout. Peter Cushing, qui incarne le baron Frankenstein, se contrefout de Dieu. Dieu n'existe pas, il le nie. Voilà, c'est pas du tout le problème. Le baron Frankenstein devient une espèce de surhomme nietzschéen, une espèce de génie qui est au-delà de la morale des hommes, parce que c'est un génie. Et du coup, il va buter sur son entourage, c'est-à-dire les médecins victoriens qui ne supportent pas les avancées que propose le baron Frankenstein, ou alors, enfin, la société victorienne en général. Et ça, c'est la grande différence par rapport aux films des années 30, c'est que les films des années 30 nous proposaient une espèce de Transylvanie, d'opérette totalement réinventée, totalement fantasmée.
Là où les films de la Hammer, non, s'ancrent dans une société très très précise, c'est la société victorienne. Et du coup, ce qu'on met en scène dans les films de la Hammer, ce sont des monstres qui mettent à mal les valeurs de la société victorienne, qui pour une part, encore, dans la société occidentale, en tout cas anglaise, des années 60, ont encore cours. Voilà. Donc du coup, ce sont des films pleinement subversifs. Avec le mythe de Dracula, on a les premiers signes avant-coureurs d'un appel à une sexualité totalement libre, qui fait fi tous les tabous moraux de l'époque. C'est vraiment ça. Le cauchemar Dracula en 1958, c'est une espèce d'appel à l'orgasme. 7 ans avant le I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones. Tout ça, il y a une espèce de communauté d'époque extrêmement cohérente. Et Fisher apporte tout ça. Avec Fisher, il me semble que ces derniers films, alors peut-être qu'on peut dire qu'ils déclinent en termes de moyens, effectivement il n'y a plus beaucoup de moyens dans Frankenstein et le monstre de l'enfer, mais si on se focalise sur l'œuvre fischerienne, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu pour le coup. Il y a un travail d'épure qui avait été amorcé dans les films précédents. D'ailleurs, c'est ça le cheminement de Fisher de 1957 jusqu'à 1973, de Frankenstein qui s'est échappé jusqu'à Frankenstein et le monstre de l'enfer. Il sait que son cinéma appartient désormais à un âge classique. C'est l'un des derniers héritiers de Murnau, d'Hitchcock, de Fritz Lang. Et il parvient à faire vivre cette forme classique sans qu'elle soit ringarde, parce qu'il l'épure toujours davantage. Et quelque part, on peut dire qu'il procède à une espèce d'épure de type bressonienne, quasiment. Ça, c'est quelque chose qui a été souligné d'ailleurs par les cahiers du cinéma à la fin des années 60, quand ils ont fini par reconnaître Terence Fisher comme un grand cinéaste, comme un grand auteur moderne. C'est vraiment en ces termes-là qu'on l'a défendu à ce moment-là. La Hammer, ça ne se réduit pas à un auteur qui serait Terence Fisher, c'est évidemment un travail d'équipe avec... donc, on retrouve tout le temps les mêmes techniciens, en tout cas dans les premiers films, et c'est parce qu'il y a eu la spécialisation d'une seule et même équipe qu'il y a eu vraiment une griffe Hammer, un univers cohérent qu'on retrouve d'un film à l'autre, une esthétique extrêmement identifiable, tant par les critiques que par le grand public, que par les fans. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le phénomène Hammer. Faut citer le chef opérateur Jack Asher qui faisait un travail sur la couleur qui était absolument fantastique. Il faut citer le compositeur James Bernard qui donnait vraiment une identité sonore au film de la Hammer. Il faut citer le scénariste Jimmy Sangster qui est pas étranger au travail de renouvellement sur les mythes. On peut citer les producteurs, les acteurs, Peter Cushing et Christopher Lee, qu'on retrouve d'un film à l'autre, ou en duo, ou parfois séparément, chacun étant la star du film. Donc voilà, là il y a effectivement une équipe spécialisée qui fait que quand d'autres réalisateurs sont arrivés, par exemple Don Sharp, Freddie Francis, John Gilling, Peter Sasdy, Roy Ward Baker, on retrouve la patte Hammer. Roy Ward Baker, par exemple, lui, quand il arrive à la Hammer à la fin des années 60, d'abord avec une comédie qui s'appelle The Anniversary, une comédie noire avec Bette Davis, puis avec des films de science-fiction comme Quatermass and the Pit, et bientôt des films gothiques lui aussi, The Vampire's Lover, Dr. Jekyll and Sister Hyde, on s'aperçoit très bien que tous ces films obéissent aussi à des problématiques extrêmement personnelles. Lui, Roy Ward Baker, va substituer à l'ambiguë lutte du bien et du mal fischerienne une espèce d'ambiguë lutte des genres, le masculin et féminin. Et c'est pour ça qu'on aura par exemple l'un des premiers grands films de vampires saphiques, The Vampire's Lover, qui adapte Carmilla de Sheridan Le Fanu, et c'est pour ça qu'on aura également Dr. Jekyll et Sister Hyde, c'est-à-dire une variation transsexuelle sur le mythe de Jekyll et Hyde, et qui est un film qui n'est absolument pas grivois comme son titre pourrait le laisser penser, alors qu'on aura bientôt la vague du porno, et porno soft puis du porno hard au milieu des années 70. Non, c'est une vraie tragédie transsexuelle absolument fascinante, et en même temps un grand film gothique, presque un idéal de film gothique anglais, parce que on retrouve à la fois le mythe de Jekyll et Hyde, mais aussi Burke et Hare, les résurrectionnistes, mais aussi Jack l'Éventreur. Il mêle tout ça dans un film absolument passionnant et fascinant qui est d'ailleurs l'un des derniers grands films de la Hammer avant qu'elle périclite au milieu des années 70. La Hammer initiait un projet, non pas en écrivant un scénario, mais en produisant une affiche.
comme ça que naissent les projets de films de la Hammer. Ce qui se passait, c'est que James Carreras, qui était le patron de la firme à la fin des années 50 et durant les années 60, c'est-à-dire au moment de l'âge d'or de la Hammer, en gros, commandait une affiche, partait aux États-Unis, proposait un projet de film sur la base de cette affiche aux grands studios américains. Alors Universal, la Warner, la Fox finissaient par répondre oui, commandaient le film, donc faisaient une avance sur la distribution du film aux États-Unis, et c'est avec cet argent qu'en fait était produit réellement le film. Une fois qu'il y avait un accord, on disait bon, ok, on écrit un scénario, on demandait à Jimmy Sangster d'écrire la suite de Frankenstein, The Revenge of Frankenstein, ou la suite de Cauchemar de Dracula, Les Maîtresses de Dracula par exemple. Et donc c'était vraiment comme ça. Et au-delà de ça, au-delà de cette importance en termes de production, alors là pour le public, oui, c'est tout à fait essentiel, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est avec la Hammer que naît finalement la cinéphilie fantastique en France. Et l'affiche, de ce point de vue-là, ça faisait partie d'un rituel, vraiment. Quand on voit les salles spécialisées dans les années 60, les premières salles qui se consacrent au genre, des salles comme le Midi-Minuit qui passaient non seulement du fantastique, mais aussi des films érotiques, ou des salles comme le Brady, qui là passait que des films fantastiques, ou le Colorado. Alors là, il y avait tout un décorum à l'entrée de ces salles. C'était vraiment la baraque foraine, le train fantôme, et quand on arrivait comme ça devant ces frontons de cinéma, il y avait des grands panneaux peints. Alors il y avait des affiches, mais il y avait carrément aussi des panneaux peints qui étaient d'une taille assez gigantesque. Hein. Le Midi-Minuit, c'était vraiment ça. Chaque semaine, enfin à chaque changement de film, à chaque changement de programme, ces grands panneaux peints étaient changés. Et donc là, on avait sublimé comme ça en une seule fulgurance toute la nouveauté porté par ces films fantastiques de l'époque, les Hammer films, mais aussi il y avait à la même époque les Roger Corman, les Mario Bava, enfin tout ce cinéma bis européen ou américain qui a déferlé sur les écrans dans le genre fantastique. Et on avait là donc sublimé en une seule fulgurance toute la nouveauté de ce cinéma, c'est-à-dire le sexe, la violence, Eros et Thanatos reformulés avec cette figure récurrente, le monstre et sa victime féminine, consentante ou pas, mais souvent consentante. Hein, quand on voit l'affiche du Cauchemar de Dracula, c'est vraiment ça. La jeune fille est évanouie, elle s'offre au comte vampire, qui lui s'en délecte par avance. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'était le cinéma fantastique, visuellement, graphiquement, pouvait se décliner que de manière hyperbolique. Voilà, c'était donc des couleurs extrêmement violentes, le rouge, le vert, le bleu, nocturne, les verts cadavériques, le rouge sang, et quelque part c'est les couleurs de la Hammer d'ailleurs. De ce point de vue-là, on a une continuité évidente. Avant de pouvoir tourner un film, il fallait que les scripts soient validés par la censure britannique. Donc il y avait vraiment l'idée, c'était vraiment le symptôme d'une époque dans laquelle on peut faire ces films, mais jusqu'à un certain point, on peut ouvrir des portes, on peut transgresser un certain nombre de codes esthétiques dans la représentation du sexe, de la violence et du sang à l'écran, mais dans certaines limites. Voilà. Donc du coup, il fallait jouer vraiment serré avec la censure si on ne voulait pas être purement et simplement interdit de diffusion. Donc du coup, on a eu droit à des versions de films qui était par exemple en Angleterre beaucoup plus coupé qu'à l'étranger, parce que la censure britannique de ce point de vue-là était beaucoup plus dure. Quand on regarde le Cauchemar de Dracula, la séquence où Lucie est tuée par Van Helsing, on sait qu'il y a deux versions, avec deux montages très très légèrement différents. On a le montage anglais et le montage, on va dire, continental. Dans le montage anglais, on a un coup de pied, voilà. Et puis la caméra s'attarde sur la souffrance morale du frère de Lucie, Arthur Mulmoon, incarné par Michael Goode dans le film. On a un plan un peu plus long sur lui. En France, on a 3 coups de pied, on a le sang qui gicle, enfin qui ne gicle pas, mais qui est filmé, voilà, de manière extrêmement explicite dans un plan. Et enfin, la séquence est finalement beaucoup plus dure. Alors ça se joue à un certain nombre de choses comme ça. Pour ce qu'on sait au niveau de la Hammer, il n'y a pas de séquences qui ont été tournées en double, sauf peut-être pour une séquence des sévices de Dracula dans les années 70, où l'une des sœurs Collinson apparaît dans un déshabillé en sous-vêtements, ou non.
sans sous-vêtements dans une version alternative. Donc on a un certain nombre de choses comme ça. Il y a une autre légende concernant la Hammer, c'est celle des montages japonais. On a parlé de versions beaucoup plus hardcore qui auraient été soi-disant destinées à l'importation japonaise. Christopher Lee en a parlé dans un certain nombre d'interviews. D'autres en ont parlé dans les années 60, mais néanmoins, Terence Fisher a toujours nié avoir tourné des séquences supplémentaires pour des mystérieux pays d'importation. Michael Carreras, qui a produit la grande majorité des films, a toujours nié également. Donc du coup, on pouvait penser qu'il s'agissait là de légendes destinées juste à alimenter, comment dire, à faire marcher le commerce, voilà, à alimenter les fantasmes des fans. Mais néanmoins, alors ça, c'est une chose dont parle Jean-Pierre Bouixou, qui a eu l'occasion d'interviewer Terence Fisher dans les années 70. Il raconte que quand il lui a parlé du retour de Frankenstein et d'une scène notamment dans laquelle Peter Cushing, en Baron Frankenstein, viole Veronica Carlson, Terence Fisher immédiatement s'est offusqué en lui disant non, non, je n'ai jamais tourné cette séquence, ça n'existe pas, j'ai eu un contrôle total du film, personne d'autre que moi aurait pu tourner des séquences additionnelles, je vous dis que cette séquence n'existe pas, non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et Jean-Pierre Bouixou lui dire mais si, la séquence existe, je l'ai vue. Fisher lui disant, vous n'avez pas pu la voir puisque je ne l'ai pas tournée, elle n'existe pas. Mais si, je l'ai vue, elle est dans toutes les copies françaises. Et là, Terence Fisher de se décomposer et dire, les salauds, il m'avait dit que c'était juste destiné pour le Japon. Donc du coup, voilà, les montages japonais, visiblement, il y a bel et bien eu, peut-être pour certains films, des versions, en tout cas, destinées à l'exportation. Et donc du coup, en France, on a pu voir de temps en temps ces versions-là. Tout le monde a condamné ces films-là au moment de leur sortie. Si on prend par exemple l'ancêtre de Télérama, Radio, Cinéma, Télévision à l'époque, ils vont littéralement partir en croisade contre la Hammer. Ça va devenir le symbole d'un genre cinématographique à abattre. Il y a des articles sur le fantastique sanglant, dans lequel on peut lire, par exemple, à propos du cauchemar de Dracula, ce film-là va créer des générations de détraqués, de pervers, enfin voilà, on parle de la Hammer en ces termes-là. Donc il y a vraiment un espèce de réflexe moral, un réflexe d'ordre moral contre la Hammer à ce moment-là, de ce côté-là. Mais de l'autre côté de l'échiquier politique, par exemple, si on prend dans la presse communiste, par exemple dans l'Humanité ou les Lettres françaises, à la même époque, on a aussi une espèce de réflexe d'ordre moral par rapport à ces films-là. Là, ce coup-ci, on les accuse, en gros, de détourner le public de l'horreur réelle du monde. Voilà, de l'horreur politique du monde. Pourquoi mettre en scène des monstres fantastiques qui n'existent pas? Ça n'a aucun sens. Voilà, ça va produire de l'abêtissement. Voilà, voilà ce qu'on peut en dire. De la même manière, dans la presse cinéphile en général, alors là, on n'assume pas un discours moraliste de manière aussi évidente, mais néanmoins, il y a une gêne évidente. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit que ce sont des films débiles conçus pour les enfants, parce que voilà, qui croit aux monstres fantastiques si ce n'est les enfants? En même temps, on dit qu'il faut quand même en prémunir les jeunes spectateurs, parce qu'il y a là quelque chose d'assez malsain à l'œuvre, et on aboutit à une espèce d'étrange catégorie de films, les films infantiles pour adultes. Voilà, c'est... Je dirais que la Hammer, ça a été un palier dans la représentation du sexe et de la violence. Donc du coup, quelque part, tout ce qui a suivi au cinéma est quelque part le fruit de cette révolution-là. Donc voilà, de ce point de vue-là, la Hammer, c'est pas juste un truc dans une époque qu'on pourrait oublier. Non, ça fait vraiment partie de l'histoire du cinéma. Ça a une descendance. Mais au-delà de ça, ça a été une manière de renouveler de fond en comble les grands mythes du cinéma fantastique, et c'est parce que ce travail-là a été fait, avec Fisher et avec d'autres, que le cinéma fantastique a pu s'embarquer dans de nouvelles directions. C'est parce qu'il y a la Hammer que finalement on a aussi Romero, Toby Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, Suspiria, Profondo Rosso de Dario Argento, puis tous les autres après. Il y a vraiment cette liberté de ton des années 70 et des années 80, on la doit aussi à ça, quoi, à la Hammer. Et puis, au-delà de ça, il me semble que finalement, toute une génération de cinéastes a vu ces films-là, a grandi avec, et
qu'ils évoluent aujourd'hui dans le genre ou non, on a toujours un lien avec la Hammer dans leur cinématographie. Si on prend quelqu'un comme George Lucas, non seulement lui, il a repris Peter Cushing et Christopher Lee dans sa saga Star Wars, dans les 2 trilogies, à 25 ans d'écart, mais il me semble que y a son travail, par exemple, dans le dernier Star Wars, l'épisode 3, son travail sur la transformation d'Anakin en Dark Vador, au moment où il s'agit d'interroger le rapport du héros au mythe, enfin à la mort tout simplement, bah, quelque part il se situe dans un héritage fischerien. Il en fait une espèce de fusion du mythe de Dracula. Voilà, Dark Vador, c'est l'idée d'une survie blasphématoire, magique, le côté obscur de la force. Il en fait il le fait fusionner, voilà, ce mythe de Dracula avec le mythe de Frankenstein. C'est l'idée du corps reconstitué par les bons soins de l'empereur Palpatine. Voilà, donc on est dans le mythe de Frankenstein avec ce côté-là. On retrouve également le mythe de Faust, le pacte avec le diable. On retrouve Jekyll et Hyde, la schizophrénie. Bref, il fait fusionner tout ça. Et il y a des références visuelles à la Hammer et à Fisher absolument explicite. Par exemple, il y a un plan où on voit Anakin se consumer de haine face à un torrent de lave à un moment donné, et la caméra fait un espèce de travelling et on le découvre en train de pleurer. Bon, bah, ça, c'est une référence à La Nuit du Loup-Garou, avec le premier plan du film, le générique, où on voit Oliver Reed en loup-garou, un maquillage extrêmement impressionnant, mais néanmoins, il est en train de pleurer. C'est toute la thématique de la dualité propre à Terence Fisher. Bon, voilà pour George Lucas, mais si on prend un autre cinéaste, par exemple comme Martin Scorsese, qui a priori, lui, n'évolue absolument pas dans le genre fantastique, quand il filme le sang, à l'écran, bah, très souvent, on peut dire qu'on est dans un héritage fisherien. On sait que Scorsese a adoré les films de la Hammer, il en a souvent parlé en interview, c'est quelque chose qu'il a revendiqué, mais quand on voit par exemple dans Les Infiltrés, il y a une séquence où Jack Nicholson revient d'une arrière-boutique avec les mains tachées de sang, parce que visiblement il vient de torturer quelqu'un, bah, finalement, Scorsese à ce moment-là filme le sang comme Fisher le filmait quand il filmait par exemple le baron Frankenstein revenant de son laboratoire après avoir coupé une tête ou greffé un cerveau avec les mains maculées de sang, avec un peu de sang sur son tablier, ou les séquences où Van Helsing plantait un pieu dans le cœur, c'est exactement la même chose. Il filme le sang comme une tache, voilà, comme une déflagration graphique à l'écran, et on retrouve cette espèce de thématique métaphysique propre à Fisher. Ça renvoyait aux questions de l'identité, aux questions de la pulsion chez Fisher. Ça renvoie à d'autres questions métaphysiques chez Scorsese. On sait que la religion est souvent présente dans l'univers de Scorsese. Donc il y a là une espèce de continuité de ce point de vue-là. Puis alors après, l'autre cinéaste évident qui a perpétué finalement là carrément l'esthétique de la Hammer, c'est évidemment Tim Burton. Quand il fait Sleepy Hollow, quand il fait Sweeney Todd, on a un héritage évident. Alors lui, il s'attache carrément à filmer les souvenirs laissés dans son enfance par la découverte des films de la Hammer. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on a une espèce de cinéma post-moderne. C'est pas un film de genre en tant que tel, quand il fait Sleepy Hollow, par exemple. Non, c'est vrai, c'est bel et bien une manière de traquer ses émotions enfantines à la découverte de ces films-là. Mais du coup, pour toute une génération de jeunes spectateurs, bah, ça a été voilà, une manière de redécouvrir les films. Il y a vraiment, voilà, aujourd'hui, Burton est très très populaire chez les adolescents, mais il y en a beaucoup qui finalement ont découvert le cauchemar de Dracula ou les Frankenstein parce que Christopher Lee était présent au début de Sleepy Hollow, parce que Johnny Depp finalement jouait un peu à la manière de Peter Cushing, en jouant comment dire, de sa minceur, en jouant de ce physique fluet, mais néanmoins capable on va dire d'une extrême nervosité. Quelque part, le Van Helsing, c'était vraiment ça. Donc du coup, il y a plein de chemins aujourd'hui qui mènent à la Hammer. Now, Paul, give me a hand with these clothes, will you? Voilà, pour le coup, ouais, on a un condensé là de
tout le travail de modernisation du mythe de Frankenstein par Terence Fisher. Il y a l'usage du sang. Alors évidemment, là, il est filmé comme une espèce de tache comme ça, au bout des mains, sur le tablier. C'est vraiment la manière qu'avait Terence Fisher de filmer le sang de manière comme ça allusive, mais néanmoins extrêmement présente. Et du coup, dans le mythe de Frankenstein, ces déflagrations sanglantes comme ça à l'écran renvoient toujours, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus immatériel, c'est-à-dire la notion d'âme, au sens philosophique du terme, et d'identité. Ça, c'est vraiment la chose finalement sur laquelle bute le baron Frankenstein. Il est persuadé de pouvoir créer la vie à partir de la chair. Il pense que la chair, c'est une espèce de matière inanimée qu'il faut inanimer via la science. Mais finalement, il oublie toute cette problématique-là qui est celle de l'identité. Son monstre aura-t-il une identité ou est-ce que ce sera juste un espèce de cadavre ambulant, désarticulé Et tout ça, ça passe par ce rapport au sang, cette espèce d'indifférence de Peter Cushing à cet aspect-là des choses, d'où d'ailleurs la désintégration de la tête dans le bain d'acide. C'est vraiment cette espèce de dureté, d'indifférence à la chose qui différencie pour le coup ce Frankenstein-là de tous les Frankenstein qu'on avait vus dans le passé. L'autre élément extrêmement important, c'est évidemment son assistant, qui est là, qui assiste à la scène avec un regard réprobateur, sans dire un mot. Ça, c'est l'autre aspect de modernisation du mythe chez Terence Fisher, c'est-à-dire que le baron commet un acte non pas blasphémateur au sens classique du terme, parce que il se prendrait pour Dieu à la place de Dieu. Non, c'est pas ça le problème chez lui. Le problème, ça va être son entourage immédiat. On est dans une version matérialiste et athée du mythe de Frankenstein. C'est parce que son assistant va en gros être un espèce de représentant de la morale commune, de la morale victorienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait une allusion au congrès des médecins. Il faudrait prévenir le congrès des médecins. C'est parce qu'il est le représentant de cet ordre moral que finalement le baron Frankenstein va avoir des bâtons dans les roues, et c'est pour ça qu'il y aura un problème. C'est pour ça que la créature finalement sera ratée. Et donc là, on a en 2 minutes un espèce de condensé du travail de Terence Fisher. Alors ça, c'est une séquence qui, pour le coup, a fait scandale à l'époque. Ça a été vraiment un élément extrêmement important du cauchemar de Dracula, parce que pour la première fois, on voyait une victime du conte Dracula, mais surtout une victime consentante. C'est-à-dire qu'on a vraiment, quand on la regarde, l'impression d'une espèce de dualité, c'est-à-dire elle a à la fois peur, mais en même temps, elle désire la venue du comte. Ça, c'est tout à fait évident. Il y a cette manière de vérifier à la porte que le restant de la famille est déjà couché. On ouvre grand la fenêtre, on enlève la croix, évidemment. Alors ça, c'est vraiment le geste qui a beaucoup scandalisé, notamment les cathos de l'époque, tout simplement. Les ancêtres de Téléramas, ils sont vraiment revenus sur cet aspect-là des choses. Et elle finit par se coucher comme ça sur son lit, pâmée, offerte. Cet aspect-là des choses, alors ça, c'est vraiment encore une fois la révolution fischerienne dans le mythe de Dracula, c'est-à-dire que pour la première fois, la dimension érotique inhérente au mythe, elle n'est pas à la périphérie, mais elle est au cœur du film. C'est-à-dire c'est le sujet même du cauchemar de Dracula. C'est vraiment, Dracula est un monstre érotique. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette séquence, parce que là elle est effectivement remontée normalement, il y a une séquence avec Peter Cushing qui intervient au milieu avant l'arrivée de Dracula, c'est que finalement dans cette première partie de séquence, Dracula est absent. Or, après nous l'avoir montré on va dire avec un espèce de magnétisme assez sidérant, après nous l'avoir montré dans toute sa dimension charnelle, c'est absolument pas un fantôme dans le cauchemar de Dracula comme pouvait l'être Bela Lugosi dans le Dracula de Todd Browning. Là, non, c'est vraiment un monstre physique extrêmement présent, matériellement parlant, charnellement parlant. Et bien, dans cette première séquence, il est absent. Et donc, du coup, on peut se dire que Dracula est peut-être
au final une sorte de fantasme féminin. Ce serait peut-être l'expression d'une libido féminine qui en fait s'affranchirait à ce moment-là de la domination masculine, en fait de la domination victorienne. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Et ça, pour les années 50, c'est une idée qui déménage complètement. C'est quelque part l'idée d'une sexualité libre qui s'exprime à l'écran via le mythe de Dracula. Ce film-là, Le Cauchemar du Dracula, était peut-être l'un des plus beaux moments de tout le cinéma d'après-guerre, l'un des plus beaux films de ces 15 dernières années, en raison notamment de cette séquence où pour la première fois une victime du vampire est consentante. Donc le final de La Nuit du Loup-Garou, et c'est une séquence pour le coup extrêmement poignante, extrêmement triste, parce qu'elle intervient après vraiment l'histoire d'une malédiction absolument tragique. Léon le Loup-Garou est une victime avant d'être un meurtrier, en tout cas un loup-garou pris par des pulsions meurtrières, donc les nuits de pleine lune. Et du coup, là, on a, je pense, un exemple vraiment de toute la poésie du cinéma de Fisher. Il est à la fois dans l'héritage de Cocteau, il y a un hommage évident au maquillage de Jean Marais dans La Belle et la Bête. Il y a, comme souvent chez Fisher, là c'est une longue séquence muette, et tout passe par la mise en scène, tout passe par des cadrages vraiment extrêmement beaux, des mouvements de caméra subtils, à la fois discrets mais en même temps extrêmement parlants. Et puis on a là la situation classique du monstre chassé par la foule lyncheuse. Et il est évident que Fisher prend le parti du monstre ici, même si il ne nie pas que le mal est quelque part, le loup-garou est l'incarnation du mal, d'où cette mise à mort par le père du loup-garou, parce qu'il s'agit du père ici. Mais ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de joyeux, ce ne sera absolument pas une victoire du bien qui va nous rassurer, tout au contraire, c'est quelque chose d'absolument poignant, d'absolument triste. Et dans les quelques images qui suivent, d'ailleurs, quand on le voit mort, normalement, on voit que le loup-garou pleure. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une des images clés et du film et de la filmographie de Fisher, parce que c'est vraiment l'idée de la dualité de ces personnages, c'est ça qui le fascine finalement. Voilà. C'est pas la lutte du bien et du mal, c'est pas un cinéma manichéen du tout, c'est au contraire, c'est l'idée de traquer l'ambiguïté de cette lutte, l'ambiguïté du bien, l'ambiguïté du mal, et voilà. Donc une séquence pré-générique. Alors ça, c'est effectivement un truc qu'on retrouve beaucoup dans les films de la Hammer, une manière de lancer le film avant le générique, en jouant sur l'ambiance, en jouant sur le décorum, là en l'occurrence le décor de l'opéra qui est effectivement une très très grande réussite plastique. Ça, c'est vraiment l'un des gros atouts de ce film-là. Par ailleurs, c'était un film quand même qui n'était pas le plus aimé, on va dire, des premiers Hammer. C'est un film qui était pas mal décrié parmi les cinéphiles fantastiques à l'époque, parce que il y avait le précédent de Lon Chaney dans les années 20 qui avait donné un fantôme de l'opéra inoubliable. Mais néanmoins, dans ce film-ci, ce qui est intéressant, c'est une fois de plus finalement la dimension personnelle qui a apporté Terence Fisher. Il y a l'idée d'un fantôme qui est devenu donc cette espèce d'être misérable qui vit dans les sous-sols de l'opéra, parce que finalement il s'est fait voler son œuvre. Voilà, c'est
c'est quelque part, on peut imaginer que Fisher s'est un peu identifié à ce personnage dans la mesure où il a dû quand même, je suppose, travailler sous la férule de producteur impitoyable, et donc quelque part il y a peut-être une espèce d'identification à son monstre de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, pour en revenir donc à la séquence de pré-générique, comme souvent chez la Hammer, ça se termine sur un espèce de détail un peu choc. Là, en l'occurrence, c'est le regard de Herbert Lom qui lance le générique avec la musique un peu tonitruante. C'est pas James Bernard qui fait la musique de celui-ci, mais on retrouve cette espèce de patte Hammer, cette griffe Hammer d'un film à l'autre. Il y a d'autres séquences pré-génériques comme ça qui sont très célèbres, celle du baiser du vampire, notamment. Voilà, typiquement hammerien. Oh, Gregory, what do you want of me? What am I to do? I'll tell you what you can do, little Sonia. Your pretty little friend Vanessa. Get her for me. Devil! Devil! I'll kill you! Devil! I'll kill you! I'll kill you! Bah là, pour le coup, cette séquence, c'est une illustration parfaite de l'importance des acteurs dans le cinéma de la Hammer. C'est-à-dire que les effets horrifiques, je parlais du sang tout à l'heure, la manière dont Fisher le filmait, les effets horrifiques ne tiennent pas qu'à ces effets sanglants ou qu'à cette esthétique sanglante, mais aussi évidemment à des acteurs de très très grand talent, là en l'occurrence Christopher Lee et Barbara Shelley. Alors Christopher Lee, évidemment on le présente plus, c'était la grande star de la Hammer et c'est toujours aujourd'hui une très très grande star. Là il est dans un rôle, vraiment le rôle de composition, on l'a jamais vu par ailleurs comme ça. En Rasputin, il offre pour le coup, c'est vraiment l'un des points forts du film. Je pense pas que ce Rasputin de Don Sharp soit un très très grand film de la Hammer, mais néanmoins, quand on le revoit aujourd'hui, il est évident que Christopher Lee crève littéralement l'écran. Sa performance est absolument hallucinante, il est effrayant, il est dans une maîtrise absolue de son personnage. D'ailleurs, son personnage est dans une maîtrise absolue des autres personnages. Et effectivement, il est extrêmement impressionnant. Face à lui, il y a Barbara Shelley, qui était une actrice extrêmement importante pour la Hammer. Elle a tourné dans La Gorgone, elle a tourné dans Dracula, Prince des Ténèbres, elle a tourné dans ce Rasputin, elle a tourné dans Quatermass and the Pit. Et c'est vraiment l'une des actrices les plus classes du studio et en même temps l'une des plus fascinantes parce que elle est toujours dans une espèce de... Elle est l'anglaise victorienne type, extrêmement classe, extrêmement posée, calme et séductrice. Et en même temps, elle est capable toujours d'une espèce de violence. On sent qu'il y a quelque chose qui bout en elle dans cette anglaise victorienne. Donc il y a l'idée d'un démon qui potentiellement peut la posséder. Et là, on a, oui, effectivement, une espèce de séquence d'hystérie tout à fait impressionnante. C'est vraiment là pour le coup deux très grands acteurs qui rendent cette séquence assez saisissante, vraiment.